зазулі чути голос в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, тьохну пісню соловей за гаєм. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина, жде. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Moulin à Café pour cette soirée spéciale Ukraine. Je m'appelle Frédéric, je suis le président de l'association, président du Moulin à Café. Et je sais que ce soir, il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas encore le Moulin à Café. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui viennent pour la première fois? Est-ce que vous pouvez lever la main? Oui, merci. Alors voilà, donc il y en a quelques-uns qui viennent pour la première fois. Et donc, je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est que le café associatif, le Moulin à Café. C'est une association donc qui a été créée il y a 15 ans par les habitants du quartier qui voulaient un espace pour se retrouver dans la convivialité, pour faire des choses ensemble, quelle que soit son origine culturelle, sa religion, son pouvoir d'achat, etc. Donc ici, c'est vraiment un lieu où on accueille tout le monde. Et la convivialité, elle passe au travers des repas. Donc là, vous êtes en train de dîner ce soir et c'est très sympa de vous voir dîner sur un repas ukrainien. Et puis, elle passe aussi au travers des activités culturelles. Donc on fait des soirées ciné-débat, on fait du concert, il y a du théâtre, il y a parfois de la danse, il y a des soirées scènes ouvertes. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Moulin à Café. Et vous avez un programme qui se trouve juste derrière, là, derrière l'écran de projection, que vous pourrez prendre en partant. On a un programme assez riche au Moulin à Café, puis on a un site internet évidemment. Le principe de cette soirée est assez particulier parce que nous avons décidé au Moulin à Café de soutenir, de nous aussi de nous engager pour soutenir les Ukrainiens de Paris, les Ukrainiens du 14e, et puis les Ukrainiens de façon générale, parce qu'en fait, voilà, il y a ce grand malheur à l'autre bout de l'Europe qui nous touche tous. Vous savez que l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. Quand l'espace, on n'entend pas. Vous savez que l'Ukraine, vous savez donc que l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. Qu'en l'espace de 2 semaines, plus de 2 millions de personnes ont fui le pays. Vous savez quelle est la population de Paris? 2 millions. C'est comme si on avait vidé Paris de toute sa population en l'espace de 15 jours. C'est juste incroyable. Et donc évidemment, on ne peut pas être insensible à ce malheur-là. Et au Moulin à Café, on a décidé de faire ce que l'on pouvait. Donc ce soir, bon ben voilà, on a des fleurs jaunes, on a des drapeaux bleus et jaunes, des drapeaux ukrainiens. On a un drapeau français aussi dans la décoration et puis on a des invités. On a plusieurs invités que je vais vous présenter. Karine Petit, qui est maire du 14e arrondissement, à qui je vais passer la parole dans une seconde. On a Michel Ostrovski à ses côtés, qui est président de l'association Aide civile ukrainien. C'est une association du 14e arrondissement qu'on ne connaissait pas dans le 14e arrondissement et il va nous en parler tout à l'heure. Et puis on va discuter aussi avec Tatiana et Igor tout à l'heure, qui sont ukrainiens de Paris. Voilà, et vous avez préparé un document, une prise de parole pour vous, pour nous sensibiliser, pour nous raconter aussi ce que vous vivez. Et puis il n'y a pas que Igor et Tatiana. Il faut juste que j'ouvre mon téléphone pour vous dire qu'il y a aussi derrière le bar là-bas, il y a Julia qui va venir nous rejoindre dans quelques instants aussi pour dire un petit mot. Et puis on a Ivana
Eh bien, ce soir, Ivana et Tatiana, non, pardon, oui, oui, je me trompe. Ivana et Julia sont toutes les deux bénévoles sur cette soirée. Et en fait, le Moulin à Café, comme c'est une association, ça fonctionne avec beaucoup de bénévoles. Et ça fonctionne aussi avec des salariés. Et ça fonctionne avec un conseil d'administration d'habitants bénévoles du quartier. C'est ce qu'on appelle un projet d'économie sociale et solidaire. Il y a un modèle économique avec des repas, des boissons qu'on vend, et tout ça, on le met au service de la solidarité. Et ce soir, la solidarité fait que on va offrir la recette de la soirée à l'association Aide Civile Ukrainien. Voilà pour le cadrage général de la soirée, mais je vais poser la première question à Karine Petit. Parce que je suis super content, Karine, en tant que maire du 14e arrondissement, que tu sois venue participer à cette soirée. Et j'ai juste envie de faire un parallèle. J'ai vu que le week-end dernier, la mairie faisait une collecte à la mairie annexe. Et ça m'a évidemment rappelé ces 2 années de Covid où il y avait eu une logistique incroyablement efficace, organisée pour vacciner les habitants du 14e. Et donc, j'ai juste une question sur cette logistique. Comment est-ce qu'on fait quand on est une mairie d'arrondissement pour organiser aussi vite une opération de collecte à la mairie? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très honorée en fait d'être avec vous ce soir. D'abord parce que je trouve que ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir des moments collectifs où tout le monde se retrouve, quel que soit son âge, sa profession, son lieu d'habitation, pour pouvoir échanger sur la guerre qui se passe en Ukraine. Y compris parce que je ne sais pas si vous c'est le cas, mais moi je m'interroge aussi beaucoup sur la manière de s'informer, de m'informer. Avoir quelque chose un peu d'accessible, qui synthétise, où on arrive à comprendre aussi, et puis alors j'ai trouvé, je voulais le partager sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé un petit podcast qui est publié sur le site de France Culture, qui dure 11 minutes tous les jours, et je trouve qui donne les principales informations et puis qui donne un peu les éléments de compréhension sur ce qui s'est passé dans la journée, ce qui peut se passer dans les jours à venir. Et du coup, comme maire à Maillereux, moi je suis une élue de la République, et je trouve très important que en mon nom, au nom du conseil d'arrondissement dans son entier, et puis aussi au nom des habitants du 14e arrondissement, on puisse être partout présent pour exprimer une solidarité et une humanité en direction des Ukrainiens. Du coup, je le dis très simplement, mais vraiment de la manière la plus forte et sincère possible. Et puis aussi, par rapport aux jeunes générations d'Europe, mais d'ailleurs, parce que aussi, il faut qu'on arrive à se montrer aussi à la hauteur quelque part dans nos comportements, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on essaye de faire, pour leur montrer que dans des situations de crise, on essaye de porter un certain nombre de valeurs, les plus simples possibles. En tout cas, les valeurs d'humanité, de paix et puis d'entraide, de solidarité. Donc, la mairie annexe. Alors, du coup, comment une mairie essaye d'agir? D'abord, on ne peut pas agir tout seul. Et on agit avec les citoyens. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose que du coup la crise sanitaire nous a aussi beaucoup appris. Et du coup, on est agile et puis on est tout de suite ouvert et disponible pour écouter on prend des initiatives, mais en fait, ces initiatives, elles se nourrissent aussi des initiatives que les habitants et les associations prennent. Et nous, on est à disposition, on est disponible en fait pour ouvrir les portes, avoir de la logistique disponible, des agents aussi disponibles pour que vous puissiez agir. Donc la première des choses a été d'organiser les collectes. Donc c'est pas compliqué, il serait absolument incompréhensible qu'une mairie dise ah ben non, on ne travaille pas le samedi entre
enfin, on ferme nos bureaux à 17h et on les rouvre le lundi à 8h30. Donc, du coup, on met à disposition le lieu, la mairie annexe, et puis très vite, et ça, c'est la dynamique aussi des dernières années que nous avons connues, mais aussi des années ou des événements plus heureux, plus citoyens, plus festifs, plus solidaires, plus conviviaux. Dans l'arrondissement, il y a quand même un réseau non pas parallèle, mais très très puissant de citoyens engagés et qui se mobilisent tout de suite pour être présents et organiser les collectes. Alors, comment la ville s'est organisée? Chaque mairie d'arrondissement a ouvert ses portes. Les agents municipaux étaient là pour assurer la collecte parce qu'on savait qu'il y aurait énormément de dons. Et puis très vite, s'est mis en place ce réseau de citoyens engagés pour tenir avec les agents municipaux les collectes. Tout est centralisé par la Fabrique de la Solidarité, qui est l'outil parisien pour centraliser, coordonner et puis gérer aussi la logistique. Et donc, et aussi gérer avec les interlocuteurs, les organisations, les ONG, les associations qui ensuite peuvent assurer les convois jusqu'aux frontières de l'Ukraine ou en Ukraine pour organiser les convois et le cheminement des dons. Et du coup, ça s'est fait de manière très simple. Et ça, je pense qu'il faut dire que vous pouvez en être très très fiers. Parce que c'est extrêmement positif, très fort et absolument génial. Et chacun d'entre nous, bien sûr, peut y contribuer. Merci, Karine. Je vais appeler Tatiana Slava à nous rejoindre. Non, c'est pas Tatiana, pardon, décidément, je me trompe. Voilà, c'est Yulia Lanska. Bah oui, parce que j'ai pas écrit dans le bon ordre sur ma fiche. Merci, Yulia, d'être là. Avant ça, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le moulin à café sur la prise des repas. Donc, vous prenez les repas là-bas, vous commandez, après vous allez vous asseoir. Et on vous appelle par votre prénom quand votre plat est prêt, d'accord? Du coup, ça crée des allées-venues dans le moulin à café, ce qui n'est pas toujours pratique quand on est très nombreux. Donc, je vous invite aussi à vous décaler d'une place quand il y a une place libre juste à côté de vous, parce que ça va libérer un petit peu d'espace du côté de la cuisine là-bas. Donc, n'hésitez pas à occuper les chaises vides et à vous déplacer d'une case. Du coup, Yulia, elle va venir à ma place, parce que Yulia, sinon on va pas la voir à la caméra. Alors Yulia, elle m'a dit qu'elle voulait pas parler longtemps, mais quand même, je tiens à saluer la présence de Yulia, parce qu'en fait, c'est grâce à elle qu'on fait cette soirée. Elle ne savait pas trop qu'elle organiserait ça, mais en fait, moi, quand je suis allé à la mairie le week-end dernier, il y avait Yulia. Et c'est grâce à Yulia qu'on a pu tout de suite rencontrer l'association Aide civile ukrainien, donc présidée par Michel à côté, organiser cette soirée avec un repas ukrainien, donc des recettes de cuisine, de la musique ukrainienne que vous allez entendre tout à l'heure, la décoration et puis cette prise de parole avec vous aussi qu'on va entendre tout à l'heure. Yulia, toi, comment ça se fait que tu t'es retrouvée à la mairie le week-end dernier? Parce qu'en fait, personne n'était encore vraiment au courant qu'il y avait une collecte. Ça s'est passé tellement vite. Oui, en fait, bonjour à tous. J'ai eu le mail, je pense, comme la plupart des habitants de notre quartier, jeudi soir. J'avais déjà des sacs prêts en partie chez moi pour aller dans le 15e, pour déposer dans la mairie du 15e. J'ai eu le mail jeudi soir, je me suis dit, bah tiens, c'est super, je me présente dans notre mairie du 14e. Et donc vendredi matin, j'y étais, c'était encore fermé. Et finalement, il n'y avait pas de bénévoles, il n'y avait personne pour aider les agents de la mairie d'organiser cette collecte, de gérer ça sur place. Donc je me suis invitée toute seule finalement. J'ai dit je reste. Et donc je suis restée les 3 premiers jours, et après dans la semaine, dès que j'avais un peu de temps, je passais de temps en temps. J'ai rencontré pas mal de personnes, dont Igor de l'association ukrainienne, Frédéric, Madame la maire. Voilà, c'était très chouette, il y avait beaucoup de monde, les gens sont effectivement très touchés par tout ce qui se passe, et je trouve que c'est une très très belle initiative ce qui a été mis en place par la mairie. Yulia, ça fait combien de temps que tu habites en France? Ça fait plus que 15 ans
que je travaille ici et juste avant, je faisais mes études, pareil, ici en France, en faisant un petit peu des allers-retours, parce que je faisais en parallèle mon master en Ukraine. Donc j'ai fait les deux en même temps. Et tu as de la famille en Ukraine? Oui, j'ai encore de la famille en Ukraine. J'ai mon père qui est là. Ma maman qui, par pur hasard, s'est retrouvée à Paris il y a un mois. On peut dire Dieu merci, parce que du coup, ça enlève un peu le stress. Et j'ai des amis là-bas. Il n'y en a plus beaucoup qui restent. Il y en a plein qui sont partis, mais pas les hommes. Parce que les hommes, ils n'ont pas le droit de sortir. Et c'est vrai que c'est un peu stressant, tout ce qui se passe là-bas. Et Julia, tu m'avais dit que tu voulais pas parler longtemps. Oui, et je pense qu'on entend que j'ai la voix qui tremble un peu, parce que c'est vrai que c'est le sujet qui est très... ça me touche beaucoup, ça me tient à cœur, et c'est vrai que c'est tellement triste. De toute façon, la guerre en général, c'est super triste. Et quand ça touche le pays qu'on connaît, quand ça touche les gens qu'on connaît, les villes, les quartiers, je sais, j'ai même vu déjà les images des quartiers de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, et c'est vrai que c'est dur. Hein, donc je vais pas rester longtemps, sinon je vais pleurer devant tout le monde. Je vais passer le micro à mes Michel. voisins. Allez, Voilà. à Michel. Merci beaucoup Julia. Et puis tu peux retourner du coup en cuisine pour ton bénévolat de ce soir. Bravo. Alors, Michel Ostrovski, président de l'association Aide civile ukrainien. D'abord, on est ravis d'accueillir un président de l'association au Moulin à Café, parce que une des vocations du Moulin à Café, c'est aussi de présenter l'activité d'autres associations, de créer du réseau dans le monde associatif. Et donc, on est vraiment content de mettre en avant cette association. Par contre, je ne la connaissais pas. Je l'ai découvert. Alors, je ne connais pas toutes les associations non plus, hein, on ne va pas dire ça. Mais c'est une association toute jeune. Bonjour Frédéric, merci à toutes et à tous d'être présents ici. Merci au Moulin à Café de nous accueillir et à Madame le maire. Je suis président de l'association Aide civile ukrainien qui a pour but d'aider les civils ukrainiens, comme son nom l'indique, de façon humanitaire. C'est une association créée il y a quelques jours après la guerre, parce que finalement, on commençait à recevoir des dons. Igor est avec moi dans cette aventure, donc il avait déjà pu collecter beaucoup de dons et il a des contacts au niveau de la logistique. Et donc tout naturellement, on a créé cette association car nous avons de la famille là-bas et ils ont besoin de notre aide, tout simplement. Donc l'association a été créée après le 24 février. Exactement, quelques jours après le 24 février, on a déposé nos statuts. Moi et mes amis, à qui je leur dois un grand soutien, m'ont aidé pour tout ce qui est papier, réseaux sociaux. Et voilà, on est dans cette aventure et qui risque, j'espère, de ne pas durer. Mais on verra comment ça pour la suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens nous demandent notre aide de là-bas. Nos familles, nos amis. Quels sont les réseaux de communication qui font que les gens vous demandent de l'aide? Tout fonctionne en réseau de communication? C'est du mail, c'est du WhatsApp, c'est... Alors, moi, essentiellement, c'est des amis, ma famille. Et oui, c'est tous les réseaux que vous venez de citer, finalement. C'est les appels, les réseaux sociaux. Voilà. Parce que dans un pays en guerre, tous les moyens de communication ne fonctionnent pas forcément longtemps. Et vous avez peur d'être coupé à un moment des amis ou de la famille que vous avez là-bas? Moi, à titre personnel, j'ai pas eu le temps de regarder toutes les informations qui sont diffusées à la télévision, mais je sais qu'il y a une centrale nucléaire qui est aujourd'hui aux mains des Russes. Ça met deux centrales nucléaires. Le courant peut être coupé à tout moment, donc c'est vrai que j'ai mon père là-bas, j'ai de la famille, donc c'est ce qui aujourd'hui c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, si je peux plus parler à mon père, là, je sais pas vraiment ce qui se passe là-bas et surtout quelle aide on peut fournir là-bas finalement. Donc voilà. Et Aide civile ukrainien, c'est une association du 14e. C'est exactement ça. C'est situé au 39 rue du Coédic, dans le 14e arrondissement. Voilà. Merci Michel. On va passer la parole à Christina et à Igor. Bah ouais, j'ai du mal ce soir. Qu'est-ce que vous voulez? On est vendredi soir, la semaine de travail. Donc Tatiana et Igor. Et Tatiana,
a préparé un texte. Et c'est Michel qui va le traduire, c'est ça? Bah oui, parce qu'il y a du stress, effectivement. Et donc on va l'écouter. Et on va écouter la traduction de Michel aussi. Bonsoir, madame et monsieur. J'ai une question. Что самое важное? Что самое важное, чтобы вы взяли с собой в одну сумку, если бы у вас было 10 минут для сборов? Madame, monsieur, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important si vous aviez un sac et vous avez 10 minutes pour prendre vos affaires? И если бы вы знали, что, возможно, больше никогда не вернетесь в свой дом, Surtout dans le cas où vous savez que vous rentrerez sûrement plus jamais à la maison. для жителей Украины с 24 февраля 2022 года самым важным оказалась только собственная жизнь. Dès le 24 février, pour les Ukrainiens, la seule chose la plus importante, c'est la vie. Меня зовут Татьяна, я украинка, я живу во Франции, но родилась на юге в городе Николаев. Je m'appelle Tatiana, je suis ukrainienne, je suis née dans la ville de Nikolaev, mais j'habite en France. Меня зовут Игорь. Je peux parler, oui, c'est vrai. Je m'appelle Igor. Ouais. Je suis dans l'association avec Michel. En même temps, en fait, pourquoi association? Parce que dans le 14e arrondissement, on a créé en 2017 un club de football. Voilà, en 2017, on joue dans le championnat amateur. On joue à Port-Orléans, on joue à Ballard. C'est que des Ukrainiens, en fait. Voilà. C'est la vie, oui. Et maintenant, c'est une association. Bon. Я бы очень хотела вас познакомить с нашей страной. J'aimerais beaucoup vous faire découvrir notre pays. В Украине есть все. Горы, море, лес, озера, поля пшеницы. En Ukraine, il y a tout. Il y a la montagne, la mer, des fleuves, des rivières, la forêt. В Украине очень вкусная кухня и очень красивые девушки. En Ukraine, il y a une très bonne nourriture et de très belles filles. В Украине талантливые музыканты и спортсмены. Des sportifs et des musiciens très talentueux. Самый большой самолет в мире был построен в Украине. У него 124 рекорда. Этот самолет называется «Мрия». Le plus grand avion du monde a été construit en Ukraine. Il a 124 records. Cet avion s'appelle Rêve. Французский писатель Анре де Бальзак венчался в Украине. L'écrivain français Honoré de Balzac s'est marié en Ukraine. Также в столице Украины, в Киеве, самая глубокая станция метро в мире. Ее глубина 105 метров. En Ukraine, à Kiev, il y a la station de métro la plus profonde. Elle est d'une profondeur de 105 mètres. Считается, что именно в Украине была создана одна из первых конституций в мире. Il se dit qu'en Ukraine, une des premières constitutions a été créée en 1710. Украинскому поэту Тарасу Шевченко установлено больше всего памятников в мире. 1384 памятника. Le poète Taras Shevchenko a le plus de monuments à son nom qui se chiffrent à 1384 dans le monde, bien sûr. Первое упоминание слова «Украина» впервые было в XII веке. La première fois que le mot Ukraine a été prononcé, c'était au début du XIIe siècle. В Украине 25% мировых запасов чернозема. En Ukraine, il y a 25% de terres fertiles. Украина занимает 4-е место в мире по количеству людей с высшим образованием.
l'Ukraine est le 4e pays au monde avec des gens qui ont fait des études supérieures. В 1934 году на конкурсе красоты языков в Париже украинский язык занял 3-е место, уступив персидскому и французскому. En 1934, dans le concours organisé à Paris du concours de langage, l'ukrainien a été le 3e de ce concours, derrière le perse et le français. Я могу очень много перечислять, сколько всего красивого и прекрасного в Украине, но предлагаю вам все-таки посмотреть своими глазами на нашу страну. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine, mon pays, mais je vous propose de regarder une petite vidéo juste pour que vous puissiez voir. Ой, там на горі, ой, там на троті, ой, там секлена.
C'était juste magnifique. Un pays splendide. Merci beaucoup pour ce film. Oui, vous pouvez applaudir absolument. Ouais. Et Tatiana, Igor, oui. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce film? sur ce film, bah, c'est le film présentation, une petite présentation de l'Ukraine, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Vous avez remarqué que c'est un bon pays. C'est, hein, voilà. Magnifique. Magnifique. Oui, ça date du XIIe siècle, oui. En fait, un petit peu politique, c'est que les Russes, ils ont même pris notre nom parce que c'était la Russie de Kiev au XIIe siècle. Et c'est le Pierre le Grand, en XVIIe siècle, qui changeait le nom de... avant, c'était Moscovie, et après, il a changé en Russie. Ça veut dire le mot Russie, le pays Russie, il existe depuis le XVIIe siècle. Et en fait, le truc des Russes, on ne comprend pas, ils veulent vraiment supprimer tout ce qui est avec l'Ukraine. C'est pourquoi, on ne sait pas. Michel? Non. J'ai une autre vidéo à vous faire visionner sur ce qui se passe malheureusement actuellement. Ça, c'est Kharkiv. Ça, c'est Kharkiv. Ça, c'est Kharkiv. Ça, c'est Kiev. Il y a 3 jours. Ça, c'est tous les civils qui dorment dans le les réfugiés, les femmes avec les enfants, ça c'est Kherson. En fait, les Ukrainiens, Kherson, il était pris par les Russes. Et les civils, ils se manifestent tous les jours avec des drapeaux ukrainiens. Ça c'est Kharkiv qui était bombardé, la centre de ville. Ça c'est Odessa, ville natale. Ça c'est les... Voilà. Hier, il y a Mariupol qui était bombardé, maternité. Il y a 63 hôpitaux en Ukraine qui étaient explosés, bombardés. Et voilà. En fait, quand j'ai passé à BFM TV, j'avais une conversation avec experts. Oui, un petit oiseau. Un soldat ukrainien. J'ai déjà trois amis qui étaient tués. Voilà. Et ça, c'est le chanteur ukrainien qui habitait à Moscou, Max Barskih, qui crée cette chanson. Et bon, voilà. Il est revenu en Ukraine et il a pris le Kalachnikov. On a beaucoup de musiciens qui sont avec Kalachnikov, des sportifs, des joueurs de Dynamo Kiev. Bon. Comment? D'où viennent les images? Ah bah c'est Max Barskih qui a fait un petit clip. En fait, ma conversation avec experts militaires sur BFM TV, on a discuté, c'était 27-28 février. Il dit, boss, vous allez encore tenir 2-3 jours, c'est tout, pas grand-chose, avec toute la force de Poutine, avec tous ces frappes, tous ces bombes, vous allez être voilà, massacrés, tout ça. Et juste un jour auparavant, j'ai eu l'Ukraine. J'ai eu son père de Michel, qui habite à Odessa. J'ai eu mon ami qui est en guerre depuis 2014, parce que là, en France, c'est maintenant que c'est actuel, mais en vérité, la guerre, elle est commencée en 2014. Bon,
Et les Européens, ils nous ont pas vraiment soutenus. Bon, c'est pas grave, Poutine, il a pris un petit peu de territoire. Bon, c'est pas grave, il faut pas énerver Monsieur Poutine. Il faut faire business avec lui, gaz, pétrole, etc. Bon, mais nous, pourquoi je suis un petit peu dans la logistique de tous ces aides parce que déjà depuis Maïdan qu'on a commencé, j'étais à Maïdan en 2014, j'étais à à la ligne de front. En fait, Poutine, ils ont commencé à nous rentrer les forces russes, c'était 23 août 2014. Et en fait, j'étais à 8 kilomètres de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ville Mariupol, on fait encore 100 kilomètres. Et après, il y a la frontière qui monte vers Donetsk. Et on est parti avec aide humanitaire d'Odessa à Mariupol, c'est 860 kilomètres. Et après, on a remonté vers nos soldats de région d'Odessa pour amener papier toilette, trucs d'hygiène et tout ça. Et j'ai vu les bombardements de la territoire russe. Et en fait, nos forces, ils ne pouvaient pas répondre parce que tout de suite, les Russes, ils disent, ah, tiens, les Ukrainiens, ils ont tiré sur notre territoire. Du coup, c'était le prétexte pour nous envahir, etc. Bon, là, j'ai perdu 3 amis depuis 10 jours. J'ai des amis qui sont au front, à la ligne de front. Aujourd'hui, j'ai eu un ami de Kiev qui est passé au mois de décembre avec sa femme chez nous. On a fait un petit peu de tourisme, Tour Eiffel. C'est joli. Bah là, il est avec ses 2 fils, avec Kalachnikov. Ah oui, voilà, je suis stressé aussi un petit peu. La conversation avec cet expert militaire BFM TV, il dit voilà, 2-3 jours, bon, maximum 4 jours, déjà Kharkov il est presque encerclé, Kiev encerclé, etc. Et c'est là que je n'étais pas d'accord avec lui. Je lui essayais d'expliquer, et bah, je peux vous dire à vous tous aussi, que maintenant, ce n'est pas question militaire, c'est l'âme des civils qui sont tout, c'est truc inexplicable. C'est tout le peuple ukrainien qui était pro-russe, pro-Poutine, ou qui sont devenus pro-ukrainiens. Parce que moi-même, je suis russophone. Notre ville, Odessa, il y a beaucoup de grandes villes à l'est qui sont russophones. Et Kharkov, il se trouve à 30 kilomètres de la frontière avec la Russie. Et en 2 semaines, tous les bombardements, les missiles balistiques, tous les chars, des milliers de chars, tout ça, les Russes ne sont pas capables de prendre en grande ville qui se trouve à 30 kilomètres de leur frontière. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est tous les civils qui se défendent. Ville Mariupol, il est complètement encerclé. Il y a toutes les communications qui sont détruites. Il n'y a plus d'eau depuis 10 jours. Il n'y a plus d'électricité depuis 10 jours. Hier, ils ont bombardé la maternité. La ville, il y a une situation humanitaire catastrophique, mais vous imaginez vivre 2 semaines sans l'eau et sans électricité, et toute la planète Terre, Croix-Rouge, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a pas de Croix-Rouge jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'ONU. Ils sont où, tout le monde? Les Ukrainiens, mes amis, ils me crient, ils m'appellent, ils disent, mais vous êtes où, les gens? Vous nous laissez mourir comme ça, bombardés? Vous n'êtes pas capable de fermer juste le ciel. Bah non. OTAN, elle n'est pas capable. Les États-Unis, Biden, il dit, bon, voilà, on va rentrer dans la guerre contre Poutine. Mais c'est déjà la guerre. Igor, l'invasion de la Crimée, c'était en 2014. Et puis le 24 février, c'est l'invasion totale de l'Ukraine. Est-ce que vous aviez prévu, vous, les Ukrainiens, que au-delà de la Crimée, Poutine, un jour, tenterait de prendre le pays? Parce qu'on dit beaucoup dans les médias qu'en fait, les Européens n'y croyaient pas, l'OTAN n'y croyait pas, et on dit aussi que les Ukrainiens n'y croyaient pas.
que Ouais. ne croyez pas que Poutine passerait à l'offensive militaire terrestre. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que notre président Zelensky, encore juste 10 jours avant, 10 jours, 2 semaines avant l'intervention des Russes, il a calmé le peuple. Oui, vous inquiétez pas, parce que les Américains, ils avaient déjà toutes ces informations, ils ont commencé déjà à prévenir le pouvoir ukrainien à partir du mois de novembre. Si on pensait que c'est possible, on avait 3 mois pour se préparer, pour faire des champs de mines partout, etc. Mais c'est vrai qu'on n'était pas préparé. Moi, personnellement, même si j'étais en 2014 en guerre, et on a fait un petit voyage avec les voitures, j'étais prêt à mourir parce que quand tu regardes les Smerch qui s'explosent, bon, on se disait, s'il y a une voiture qui explose, là on fait demi-tour. Mais bon, si on n'explose pas, on continue jusqu'à Donetsk. Bon. Et même moi, 2 jours, je croyais pas. Ma femme, elle croyait pas aussi. Sa mère, elle était dans la maison de 9 étages avec des bombardements. Bon, là, elle est sur la route, on est en train de la répatrier. Alors, ça m'amène une autre question, Igor. Parce que nous, en France, notre frontière de l'Est, c'est toujours l'Europe occidentale. Quand la frontière de l'Est de l'Ukraine, c'est la Russie, est-ce qu'on a peur d'avoir la Russie comme voisin? Vous n'aviez pas prévu cette offensive terrestre, mais est-ce que le fait d'avoir la Russie et Vladimir Poutine comme voisins directs, est-ce que c'est une pression permanente? Ah bah, forcément, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais avant? Mais avant, quand les Russes ils ont massacré les Tchétchènes, il y a République à 900 000 habitants, 300 000 morts, 40 000 enfants parmi 300 000 morts. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Les Européens, même nous les Ukrainiens, bon, c'est pas grave, c'est des musulmans terroristes, toujours tchétchènes et tout. Alors, je pose cette question parce que je voudrais passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, on a entendu tout à l'heure, parce que j'ai remis les mots dans l'ordre, alors Julia, on a entendu Tatiana, on a entendu Igor, et il y a Christina qui est devant nous, que je vais inviter à nous rejoindre. On va lui faire une petite place, parce que Christina, c'est une habitante du 14e aussi, elle fréquente régulièrement le moulin à café, et elle n'est pas ukrainienne, mais elle a des origines finlandaises, et la Finlande a une très longue frontière avec la Russie. Je peux vous Bien couper une minute parce que nous, aujourd'hui, pour nous, la Finlande, pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est un exemple à suivre parce que la Finlande, elle était attaquée par Staline en 1939 et avec leur volonté d'être libre, ils ont massacré l'armée russe de Staline. Certes, ils ont perdu un petit peu de territoire, mais pour nous, c'est exemple à suivre. Et non, on n'a pas peur. Bon, c'est la Russie, nos voisins. C'est pas grave. Nous, on défend toute l'Europe aujourd'hui. C'est la frontière. En Ukraine, on appelle la Russie aujourd'hui Mordor. C'est le film Seigneur des Anneaux. Là-bas, il y avait Mordor et les orques. Nous, on appelle les Russes les orques et Mordor qui nous attaquent. Voilà. Et ils ont de l'humour en plus. Bah, il faut, hein, il faut. Christina, un témoignage, du coup, tu voulais nous raconter un petit peu ce que ton père a vécu et ce que tu peux en dire aujourd'hui. Raconte-nous. Oui, c'est-à-dire que je suis l'actualité ukrainienne avec terreur parce que ça me renvoie à l'histoire de mon père et la guerre d'hiver justement où Staline avait souhaité récupérer certains territoires finlandais à l'amiable et la Finlande n'a pas lâché. Et donc, la Finlande a été attaquée par une armée soviétique. Il faut quand même s'imaginer l'Union soviétique avec 170 millions d'habitants contre la Finlande 3,6 millions d'habitants. Donc, c'est une histoire très héroïque, en même temps qui tout double. Hein, je veux dire, il y a eu beaucoup de victimes aussi côté finlandais.
et surtout les familles, enfin mon père a été évacué de Carélie du sud-est à l'âge de 8 ans avec sa famille. Ils ont eu le malheur de revenir et puis ils ont été évacués définitivement en 41, donc il avait 8 et 10 ans. Et en plus, la Finlande, puisque c'était un rapport de force sauvage, enfin on parle de David et Goliath, mais c'était encore David et Goliath, enfin déjà à l'époque. La Finlande, beaucoup de familles ont envoyé leurs enfants âgés de moins de 10 ans en Suède à l'abri de la guerre. Donc il y avait entre 70 et 80 000 enfants. Le chiffre est un peu imprécis parce que certains ont organisé un circuit privé et il y avait aussi des associations qui ont donc géré ce départ avec des interprètes parce que entre le finnois et le suédois, c'est deux langues qui n'ont rien à voir et beaucoup d'enfants sont revenus bien sûr après la guerre, mais c'était très cruel le retour aussi parce qu'ils avaient vécu à l'abri dans des familles plutôt bourgeoises et la Finlande était complètement démolie après la guerre justement. Donc après il a fallu reconstruire, mais c'est vrai que moi je suis très très émue par tout ce qui est communiqué sur l'Ukraine. Et par rapport à la guerre d'hiver, enfin la Deuxième Guerre mondiale en général, maintenant il y a l'espace et il y a Internet qui modifie complètement la donne. Et avec Internet, surtout, tout ce qui est narratif et tout ce qui évoque les émotions, c'est forcément une arme aussi. Et je pense que les images qu'on peut partager justement sont très très importantes pour comprendre réellement la cruauté. C'est des images qu'on aurait pu avoir aussi de la Syrie, c'est des images qu'on aurait pu avoir de la Crimée, de Donbass. Et maintenant on comprend qu'est-ce que c'est la guerre et maintenant on comprend aussi, c'était Staline à l'époque, mais Poutine c'est pas plus simple. Merci Christina, merci beaucoup pour ce témoignage. Je tenais à ta place dans la salle, mais je tenais à faire témoigner Christina, vous savez pourquoi? Parce que le week-end dernier, quand je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose pour l'Ukraine au Moulin à Café, qu'est-ce qu'on fait? On fait une soirée, d'accord, mais qui? Et en fait, autour de nous, dans nos familles, chez les voisins, chez les adhérents du Moulin à Café, il y a des gens qui sont en contact avec des Ukrainiens, et puis on les découvre, ils sont tout autour de nous. Et en fait, d'abord, je trouve que ça apporte une super richesse, et on peut partager ça, on peut échanger autour de ce qui se passe, et ça prend tellement de force de se dire que vous êtes là, vous êtes avec nous. On est en train de on le vit ensemble. Oui, on le vit ensemble, on le vit pas au même niveau d'émotion que vous, bien sûr, parce que nous n'avons pas nos familles là-bas. Mais voilà, j'ai découvert ça le week-end dernier. Je me suis dit, mais en fait, oui, dans notre réseau de quartier, il y a des gens tout près de nous qui sont touchés par cette guerre. Vous savez, aujourd'hui, mon ami de Kiev voilà, il me demande, et pour les Ukrainiens, c'est très important de sentir votre solidarité. C'est vrai, c'est vrai. Et quand je lui ai dit que dimanche dernier, samedi dernier, on était 150 000 Français en train de manifester, ça tient en cœur, c'est vrai. Il ne faut pas que eux, de toute façon, l'Ukraine ne va pas céder. Après, c'est question combien de morts. C'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, on ne sait pas. Mais les Ukrainiens ordinaires, ils vont rester. Ils vont se battre jusqu'à dernière... là, on est en train d'évacuer toutes les femmes, tous les enfants. Et après, plus de pitié pour les Poutine. Voilà. Si quelque chose peut se passer là-bas à Moscou pour le calmer, mieux c'est pour toute la planète Terre, je pense.
Après, c'est très important de soutenir et voilà, ça c'est. Mais c'est humain, c'est. J'adore la France parce que c'est un pays magnifique. Franchement, c'est. Vous avez un grand cœur et voilà. Merci. Merci Igor. Merci. On a vu aussi à quel point l'Ukraine était aussi un pays magnifique. Est-ce que Tatiana, tu veux ajouter quelque chose? On a vu la forte émotion tout à l'heure pendant le film. Est-ce que tu veux dire quelque chose que Michel pourra traduire? Хочешь ли что-то добавить к словам Игоря? Или хочешь ли что-то сказать? Я хочу сказать, что действительно сейчас очень тяжелая ситуация. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие, помогает. К нам каждый день приходит очень много людей, которые проявляют свое сострадание и мысленно тоже вместе с Украиной. Je voudrais vous remercier de votre soutien, de l'aide aussi que la France donne, que vous donnez, et des sentiments que vous partagez, parce qu'aujourd'hui, c'est... La phrase, elle a été longue, je suis désolé. Короче. Хорошо. Давай я продолжу. Je continue. Если у вас открыты сердца и вы хотите помочь, Si наша vous avez un cœur ассоциация ouvert et si vous voulez aider l'association, принимает помощь. Мы это все отправляем в горячие точки Украины. nous recevons votre aide et nous les envoyons dans les points chauds en Ukraine. И если у вас есть желание, вы можете внести маленький вклад. Мы приготовили вот такие сердечки. Si vous voulez participer un petit peu, on a préparé des petits cœurs aux couleurs de l'Ukraine. C'est comme donation, comme vous voulez, combien vous voulez. Vous pouvez donner n'importe quel montant, n'importe quoi, et on sera heureux de vous donner ces petits cœurs. Еще раз большое спасибо. Et Нам encore очень une fois, нужна grand ваша merci поддержка beaucoup, et on сейчас. a beaucoup besoin de votre soutien. Moi, j'ai compris, спасибо. Et merci. Non, спасибо, c'est en russe. En ukrainien, c'est дякую. Дякую. Bon, Ouais. bah, à partir de ce soir, tous les adhérents du Moulin à Café apprennent l'ukrainien. Bon, alors, Et juste un petit bon aussi, parce qu'on a besoin de volontaires. Madame le maire, elle nous a beaucoup aidé avec la collecte, mais on a besoin encore des volontaires. S'il y a des volontaires, il y a notre numéro de téléphone, adresse, voilà. On Alors, a besoin. on va y venir, c'est un petit peu la dernière partie de la soirée, et je vais demander à Karine Petit, mais aussi Michel, qui peut bien sûr réagir, même si lui représente l'association qu'on a décidé d'aider ce soir. Mais Karine, quels sont les besoins qui sont exprimés par cette association et par d'autres associations, peut-être aussi, qui sont en contact avec la mairie du 14e? Est-ce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on a besoin de matériel? Est-ce qu'on a besoin de bénévoles? De quoi on a besoin? Alors, d'abord, on a un point toutes les semaines, mais presque en fait 2 fois par semaine, avec la ville de Paris et les mairies d'arrondissement. Et on travaille aussi avec l'ambassade, les ambassades, et donc et les grands services publics. C'est-à-dire que à la réunion de la semaine dernière, il y avait la SNCF, la PHP, etc. Enfin, les hôpitaux publics de Paris. Donc ça, c'est pour vous dire comment on est organisé au niveau des élus parisiens. Je trouve que c'est bien que tout le monde le sache, comment on travaille. Deuxième point, par exemple, ce midi, on a pu échanger, on était avec les maires d'arrondissement et le premier adjoint à la maire de Paris, et donc on a fait un point. D'abord, la collecte. Alors du coup, on attend d'échanger en fait avec les associations partenaires pour savoir si on la prolonge telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire là toute la semaine et tous les jours, y compris le week-end, ou si on fait une pause, le temps d'acheminer tout ce qui a été collecté, et malheureusement peut-être de le reprendre, peut-être dans une semaine. Enfin, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, on est très souple et en fait on obéit. Voilà, on obéit aux associations et surtout aux habitants qui en ont besoin.
D'abord, par contre, ce qui visiblement est vrai, mais pareil, on est en train de le vérifier, il ne faut plus donner de vêtements. Alors, on est un peu gêné de dire ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut le dire, parce qu'il y a eu énormément de vêtements qui ont été donnés, et je pense qu'on est même en train de les répartir aussi avec d'autres associations qui n'agissent pas forcément en ce moment en direction de l'Ukraine et des Ukrainiens. Par contre, on va refaire passer la liste de ce qu'il y a besoin comme don. C'est surtout les produits d'hygiène, les produits alimentaires. On attend aussi un petit peu, mais c'est, vous voyez, les couches, les cotons, le gel hydroalcoolique, etc., etc. Tous ces premiers produits sanitaires et de premiers soins, on va dire. Je voulais aussi dire quand même, peut-être juste du matériel médical. Et matériel médical. Et justement, je voulais en parler parce que on a aussi quelque chose qui est absolument génial dans le 14e arrondissement. Ça s'appelle une CPTS et c'est la meilleure CPTS au monde. Je le dis parce que ça veut dire quoi? Voilà, communauté professionnelle territoire santé. Et c'est avec elle et notamment Sylvain Hémy qui est président. En fait, c'est l'ensemble des cabinets médicaux, des cabinets d'infirmières, des tout ça, etc., qui sont en association. Et c'est avec elle qu'on a traversé la crise des masques, des vaccins, des tests, des dépistages et tout ça dans l'arrondissement. C'est des gens absolument formidables. Sachez que tous vos médecins de quartier, ils font partie de cette CPTS, ou toutes les infirmières. Et c'est des gens merveilleux. Et donc Sylvain, il m'a tout de suite appelé, le président de la CPTS, et il m'a dit, nous, Karine, on peut faire des collectes de produits un peu plus que le sparadrap qu'on trouve nous et qu'on a dans nos tiroirs, bon, en gros, dans nos appartements. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait avec eux. Mais en tout cas, on fera passer les dons. Parce que là, ils acheminent les 80 mètres cubes, c'est énorme, de tout ce qui a été récolté dans les arrondissements parisiens. Et ce qu'on s'est dit ce matin, alors moi, il faut aussi que tout le monde comprenne, parce que autant quand j'avais mis, c'est tout bête, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis pas très réseaux sociaux, puis quand j'ai mis le petit drapeau ukrainien sur les photos profil Facebook, et ben, c'est exactement ce que disait Frédéric, c'est-à-dire qu'il y a des gens que je connaissais, enfin, qu'on était amis sur Facebook, qui habitent le 14e et qui se sont signalés par Messenger en me disant, bah ouais, bah merci d'avoir mis ça, c'est quand même tout con, mais en tout cas, ils se sont reconnus dans la démarche. Pourtant, je suis pas fan en général de mettre ces trucs qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut aussi que, je pense que tout le monde l'a compris, mais partagez-le autour de vous, parce que ce qui aussi, parfois on entend, c'est, mais quand on fait ça pour les Ukrainiens, pourquoi des fois on ne le fait pas pour ceux qui sont aussi victimes de guerre, de dictature dans le monde, etc. Sauf que c'est la première fois que l'Europe a donné aux Ukrainiens un statut spécifique de réfugiés. Ça, c'est important aussi de le savoir. C'est-à-dire que du coup, ça leur ouvre aussi des droits quand ils arrivent. Vous voyez, par exemple, sur les transports, de prendre le train quand ils arrivent dans le nord de Paris, sur Montparnasse pour aller, pour rejoindre famille ou amis dans d'autres pays d'Europe. Et aussi pour les droits au travail, pour les droits à tout un tas de choses, pour les droits à la scolarité des enfants. C'est la première fois que l'Europe utilise ce statut. C'est important de le savoir pour peut-être d'autres débats, un jour par rapport aux droits humains. Voilà. Mais je le dis parce que du coup, ça aide pas, mais ça aide quand même beaucoup la ville, parce que l'État et l'Union européenne dit ce qu'il faut faire aussi. Voilà. Et nous, on le fait des fois pour d'autres personnes qui doivent fuir leur pays. Mais là, on a souvent moins d'aide de l'État ou de la communauté européenne, et je voulais le signaler. Alors, ce qu'on a fait comme point ce matin, c'est que on va voir comment on s'organise pour les collectes et pour quel type de dons. Par contre, ce qu'on a remarqué, alors peut-être que vous pourrez me confirmer, c'est que, et ça moi je le savais pas personnellement, mais il y a une grande communauté ukrainienne en Espagne et au Portugal. Et ben voilà. Bon moi je ne le savais pas. Donc du coup les personnes qui arrivent aujourd'hui d'Ukraine dans les gares du nord de Paris, elles rejoignent quelqu'un. En gros, elles veulent soit aller en Angleterre, soit aller en Espagne, soit aller au Portugal parce qu'elles ont de la famille. Donc elles sont pour beaucoup là toutes les dizaines de milliers de personnes qui arrivent à Paris,
elles sont à Paris pour une étape et elles rejoignent alors soit de la famille à Paris, mais la communauté ukrainienne à Paris, c'est 6 000, 7 000 personnes apparemment. Mais bon, du coup, vous êtes peut-être mieux informés que nous, mais c'est ce qu'on a. Et en tout cas, c'est pour l'instant, Paris est une étape pour aller sur d'autres pays en Europe. Voilà, ben voilà, donc 4 000, 6 000, voilà. 4 000 sur les listes électorales. Dit Igor. Par contre, donc là, on achemine et on essaye de faire. Donc, on inscrit les enfants à l'école. Alors, par exemple, dans l'arrondissement, il y a eu 2-3 enfants qui ont formulé des demandes. On regarde après comment il faut organiser cette scolarité pour ceux qui vont rester plus longtemps à Paris. Et par contre, ce qu'on ne sait pas encore, mais par contre, on sait que ça va arriver, c'est que la deuxième, enfin, les personnes qui vont arriver dans une semaine ou dans 2 semaines à Paris, elles seront peut-être des personnes qui seront plus déjà en situation de précarité ou d'isolement. Enfin, en tout cas, elles ont peut-être pas de la famille quelque part en Europe, en fait, qui peuvent les accueillir. Donc, du coup, ce qu'on va être en train d'organiser, c'est de l'hébergement et du logement plus long, ici ou ailleurs, mais voilà, à Paris, ou en tout cas dans la région. Et là, ce qu'il y a besoin, c'est de gens pour faire interprète. Alors ça, c'était super quand on s'est croisé avec Julia la semaine dernière à la mairie, parce qu'on s'est dit, bah, si on a besoin de quelqu'un à la mairie, bah, voilà, on peut appeler. On a besoin de ça, on a besoin de peut-être de signaler les demandes, les possibilités d'hébergement sur 2-3 nuits, enfin bon, vous voyez, le temps, ou peut-être une semaine, mais le temps d'eux. Et ensuite, avec l'État, l'État et la communauté européenne organisent aussi les appels à volontaires pour de l'hébergement et de l'accueil plus long. Mais voilà un peu les besoins. Et après, on essaye de communiquer avec la newsletter de la mairie ou d'autres, hein, et avec les associations, parce que comme disait Frédéric, on ne connaissait pas. Ben et voilà. puis, bah, voilà. Alors, merci beaucoup, Karine. On va passer le micro à Igor. Décidément, alors Michel, ouais, bon, je suis plus à ça près. Hein. Donc, Michel, parce que Michel, il doit prendre un train. Donc, il faut qu'il puisse s'exprimer quand même en tant que président de l'association Aide Civile Ukrainien. Est-ce que, Michel, tu veux dire quelque chose de plus, ajouter quelque chose de plus dans les besoins de l'association, dans l'urgence, dans la mobilisation des habitants du 14e ? Tout ce qui est logistique, ce dont les gens ont réellement besoin, Igor, il sait plus que moi. Moi, je gère l'administratif, je gère aussi les collègues, je gère aussi la logistique. Mais celui qui est le plus apte à répondre, c'est Igor, parce qu'il est en communication permanente avec les gens sur place. Où est-ce qu'on trouve Igor? Où est-ce qu'on trouve l'association? Comment est-ce qu'on vous contacte? Vous pouvez nous retrouver déjà au 39 rue du Coédic. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir notre page Instagram, donc Aide Civile Ukrainien, civil avec un S, ukrainien avec un S, et également notre page Facebook. On est également joignable par téléphone. On va vous distribuer un Oui, alors dans les documents que Igor me communique, il y a Aide Civile Ukrainien, donc civil et ukrainien au pluriel, @gmail.com. Le site internet, c'est aidecivilukrainien.fr. Il va être actif dans 1 ou 2 jours. On bosse à fond dessus. Et le téléphone 07 76 14 72 48. Voilà, pour les contacts. Et bien sûr, vous allez pouvoir prendre ce document avant de partir et de quitter le Moulin à Café. Moi, je voudrais juste ajouter une chose après ce qu'a dit Karine Petit, c'est que, bah oui, en fait, on a besoin de tout le monde, on a besoin d'une forte mobilisation. Et vous, ce soir, soyez certains qu'en ayant répondu à l'appel du Moulin à Café pour organiser une soirée de solidarité avec l'Ukraine, vous faites partie de ce mouvement de solidarité. Donc un très grand merci à vous aussi d'être là ce soir. Merci. Et je vous propose qu'on termine la soirée en musique, avec de la musique ukrainienne. Et puis on va préparer un petit plat pour Michel avant qu'il parte, parce qu'il va devoir partir très vite, mais je suis sûr qu'il a faim comme nous. J'ai un petit peu faim, c'est vrai. Mais en tout cas, merci à vous toutes et à tous d'être venus. J'espère que ça au moins vous a ouvert les yeux, la situation là-bas. Et au-delà du matériel et de ce qu'on peut récolter, on a aussi besoin de bénévoles.
Donc, De bénévoles pour collecter, pour c'est ça? collecter, pour assurer les permanences. Donc là, aujourd'hui, on va avoir un local de stockage plus grand. Et donc, La mère veut parler. en tout cas, voilà, je voulais tout simplement vous remercier. Et puis, j'espère que tout ça finira bientôt et que finalement, c'est ce qu'on veut tous. On l'espère tous. Un très grand merci à vous d'être venu ce soir, d'être venu témoigner. Et Karine Petit veut juste donner une dernière info pratique. Il y a tout sur le site de la Fabrique de la Solidarité. Et là, par exemple, ce soir, ils ont publié les dernières missions sur lesquelles les habitants peuvent s'inscrire pour participer et donner du temps. Donc, c'est très précis. Hein, c'est traducteur, accompagner des enfants, nanana, organiser des sorties, être aux accueils dans les gymnases. Parce que la ville a ouvert 2 gymnases pour le logement temporaire pour les familles qui sont en transit. Et puis, pas de don d'argent au niveau de la ville. Ça, c'est type Croix-Rouge, etc. Mais nous, il n'y a pas de don d'argent dans les mairies d'arrondissement et par les choses de la ville. Et à la mairie, on a publié un petit document où il y a toutes les informations. Quand vous croisez quelqu'un et qui cherche des informations, voilà, vous pouvez lui donner. Et un très grand merci à tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de cette soirée.